Vous m'entendez un peu, c'est à peu près clair. Voilà, donc effectivement, c'est Oncle Paul qui va vous raconter des histoires, essayer de comprendre un peu comment on en est arrivé là. Et voilà, c'est peut-être pas inintéressant, je ne sais pas, mais l'idée, c'est de redonner un peu de lumière sur ce qui s'est passé au début, parce qu'il faut remonter assez loin pour arriver à comprendre comment on en est arrivé ici. Alors, tout d'abord, disons la 3D dans l'environnement des équipes dans lesquelles j'étais, c'est surtout à partir de 85 où on est rentré assez violemment dans ces types de technologies, alors que personne connaissait ça en sciences humaines, il n'y a quasiment personne qui faisait de la 3D à ces moments-là. Et on a eu la chance d'avoir un partenariat qui s'est mis en place avec EDF. EDF avait des savoir-faire sur lesquels on va revenir là, avait des savoir-faire et se poser la question, c'est comment je peux valoriser mon savoir-faire industriel dans le monde des sciences humaines et de la culture. Et s'il y a des possibilités, des enjeux dans lesquels on peut faire quelque chose. Et alors, sans passer tout l'historique de ces éléments, qu'on retrouve dans un livre fait par Marc Albuic, qui s'appelle Sur Carnac et le transfert technologique, où là, vous avez réellement toutes les prémices de ces éléments industriels associés aux sciences humaines. Alors, dans ce contexte, je me suis retrouvé totalement impliqué avec le groupe TIEM, le groupe CAO TIEM d'EDF à Clamart, où là, c'est un peu une sorte de milieu universitaire, mais qui travaille sur des technologies particulières. Alors, particulière, c'est qu'EDF avait un énorme problème industriel à l'époque, c'est que les données des centrales, du bâti des centrales nucléaires reposaient sur des plans papier. Et au fur et à mesure où les personnels partaient à la retraite, il y avait une partie de la connaissance du bâti du nucléaire qui partait avec ces ouvriers qui quittaient EDF. Et donc, ils se sont intéressés sur comment est-ce qu'on peut faire. Et ils se sont rapprochés d'un centre de recherche qui était à Cambridge, qui s'appelait CATSANT, c'était Conception Assistée Design, un centre de conception assistée pour le design, qui était financé par le gouvernement anglais et qui était un peu en avance au niveau de la planète sur ce genre d'outils. Donc EDF a introduit ces technologies-là dans son utilisation et en 2 années, c'est-à-dire de 83 à 85, ils ont fait basculer tous les ingénieurs papier travaillant pour EDF sur le nucléaire sont basculés du tout papier ou tout numérique. Formation des gens, développement des logiciels, enfin des choses assez lourdes. Nous sommes apparus là, en 85, où ils venaient faire cette bascule, donc ils avaient ce savoir-faire tout neuf dans les mains, et on essayait de voir si on ne pouvait pas en bénéficier côté Carnac, on va revenir un peu dessus, enfin pas trop longtemps, on passera dessus. Alors, EDF ayant identifié ce groupe anglais à Cambridge, ont été donc le premier client, un des premiers clients très importants de ce groupe anglais. Mais CATSANT est devenu une société privée dès les années 83. Le gouvernement anglais a racheté une partie des parts de ce centre-là. Et ensuite, CATSANT va changer de nom. Ça va devenir, donc, pour ceux qui s'intéressent, ça va devenir AVEVA. AVEVA, à l'heure actuelle, c'est le plus gros groupe mondial pour les logiciels industriels. Donc, vous n'avez pas une centrale nucléaire, pas un paquebot immense, pas les plus grosses réalisations d'ingénierie à l'heure actuelle sur la planète. En général, vous avez des logiciels sortant chez AVEVA et ils sont en bourse à l'heure actuelle pour une valeur de 10 milliards de livres sterling. Voilà, pour donner un peu, situer le paysage. Alors voilà ce genre d'usage qu'ils ont. Et alors nous, tout à fait dans le même état d'esprit, donc on a passé une première convention avec EDF dans les années 85 pour utiliser ces types d'outils. Pour la petite histoire, je vous rappelle, voilà, les premières images du temple de Karnak de 86, j'aime bien quand je présente dire qu'à l'époque, tout le monde disait le temple de Karnak. Vous voyez, avec l'image de gauche, et tout le monde générait une image mentale du temple de Karnak alors qu'il n'y avait que 4 fils. C'est nous qui avons évolué dans notre perception de l'image numérique. Parce qu'à l'époque, je vous garantis que ces 4 fils-là nous donnaient l'image de Karnak. Tout le monde croyait être dans le temple de Karnak avec ces 4 fils. Voilà. Et puis après, ça a évolué, comme on sait. Et ça, bon, vous savez tous, hein, autant que moi. Ensuite, donc à ce moment-là,
j'étais plus ou moins à EDF dans les années 90-92, où je travaillais sur d'autres choses en intelligence artificielle avec eux, en IA. Mais je suis parti sur Bordeaux avec une convention EDF, donc je vous ai mis quelques bouts de la convention, c'est-à-dire, bon, pour montrer comment le consortium a pu naître de ces contacts industriels, c'est-à-dire que là, j'ai débarqué sur Bordeaux avec des logiciels qui coûtaient très cher pour les sciences humaines, une bibliothèque, disons 3D de Carnac, que l'industriel avait évalué, parce que ça lui coûtait de l'argent, et donc par convention, on récupérait ça, c'était chiffré. Et puis également un logiciel qu'ils essayaient de développer. Là, à l'époque, je leur avais dit qu'à mon avis, ça ne marcherait pas. Ça n'a pas marché, mais au cas où ça marche, il allait nous être donné. Et surtout, voilà, je voulais montrer en bout de l'article 12 de cette convention, c'est déjà, là, au niveau industriel, il n'y avait déjà pas d'erreur. Ces erreurs, on va les retrouver, on les retrouve encore, mais là, il n'y a déjà pas d'erreur. L'industriel, lui, il aidait à la modélisation. Mais le savoir par rapport aux documents antiques, par rapport aux restitutions, aux problématiques scientifiques, c'était bien les archéologues qui étaient aux manettes, et par convention, c'était bien spécifié. C'est-à-dire que les archéologues, leur devoir, c'était de travailler sur la restitution avec leur savoir, et le devoir d'EDF, c'était de modéliser en fonction de ce que faisaient les archéologues. Donc, ce partage était déjà très net, même si après, il n'est pas toujours très net. Et puis également, cette idée immédiate, c'était le réseau Agora 3D, où le principe industriel d'EDF, que EDF essayait de mettre en place, et ben voilà, si vous faites des modèles 3D, dans ce contexte de mécénat et de transfert où on aide, et bien ces modèles, il faut que vous les ameniez dans les bases de données EDF, on va les protéger, les conserver, et vous pourrez les réutiliser, on pourra remonter des projets, et avec cette idée qu'on ne va pas remodéliser 15 fois la même chose, mais on va en faire quelque chose de dynamique. Eh bien, cette idée-là, c'est une idée que moi j'avais, là on est donc en 93, eh bien, 94, que c'était signé, eh bien, à partir de là, c'est une idée que j'ai toujours eu dans la tête, d'essayer de voir comment on pouvait faire en sorte de protéger ces données pour éviter de faire plusieurs fois le travail et surtout dans l'idée bêtement scientifique d'un archéologue qui finit par cumuler de l'information. À un moment, on avance, on finit par comprendre à une étape qu'un édifice était à tel endroit comme cela, mais ça ne veut pas dire que 5 ans après, on va dire qu'il est un peu différent, parce qu'on a trouvé de nouveaux documents qui vont nous permettre de compléter son image. Et tout ça, il faut bien que ça se cumule quelque part. Alors que très souvent, j'ai choisi un peu de parler, pas que de ça, mais un peu de ça, on verra que malheureusement, ça ne se fait pas encore, ces choses-là, et ce n'est pas si clair que ça dans tous les projets qu'on voit émerger à gauche et à droite de ces problèmes d'objectifs scientifiques qui, a priori, sont les motivations initiales de ces modèles. Et ce n'est pas juste pour faire des modèles, c'est que quelque part, on essaye de comprendre ou de valoriser avec des choses assez précises. Alors, ça, c'est pour faire plaisir aux anciens de mon équipe, puisqu'ils se moquent toujours de moi avec le logiciel PDMS et Review. Bon, ils n'ont pas compris que ça marche toujours et à très haut niveau dans les sociétés au niveau international. Mais là, dès les années, ça c'est 96, ça c'est des captures d'écran de l'interface qu'on avait sur Bordeaux. Eh bien, ici, sur la fenêtre en bas à gauche, vous avez une vue en plan et en coupe où on aperçoit la caméra avec le petit œil. Donc, vous la prenez avec la souris, vous déplacez la souris dans cette fenêtre et vous avez un déplacement en temps réel dans l'autre fenêtre. Donc là, on est réellement toujours en temps réel sur le modèle, on peut se promener. Et surtout, tous les éléments sont cliquables. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on peut cliquer sur n'importe quel élément. À partir de là, on est capable d'envoyer des requêtes dans la base de données qui va nous ramener les documents scientifiques qui justifient la restitution à cet emplacement-là. Et ce que je ne vous ai pas mis en image, c'est qu'on peut également, en interrogeant sur la base, renvoyer une interrogation dans la base de données 3D. Et par exemple, on pouvait, sur le Circus Maximus, on pouvait faire mettre en rouge tout ce qui était du quatrième ou tout ce qui était en marbre, etc. Il y avait ces interactions entre les bases de données à l'extérieur. Et donc, ces données-là, elles étaient à l'époque, et elles sont encore au niveau industriel, ce sont des multi-bases de données. Ce sont des bases de données multiples qui sont accessibles par tous les partenaires, disons, les membres du projet peuvent accéder à ces bases de données et on peut modifier à tous les endroits. C'est donc bien une base de données dans laquelle on va lire
et ensuite on va visualiser à partir de cette base de données, ce qui permet une efficacité énorme. Et une chose qui pour moi me paraissait très importante pour les sciences humaines, c'est que là on travaille réellement en objet. C'est-à-dire que quand vous avez une colonne, c'est une colonne 3D, c'est un élément tridimensionnel avec des valeurs, et donc il est cliquable et c'est un vrai objet. Donc on a une sorte d'adéquation entre la façon de penser les objets archéologiques et le modèle avec lequel on travaille. Quand on fait du 3ds Max et qu'on va faire une image de rendu, on va avoir une colonne et puis après on a un système qui va multiplier les colonnes pour faire le rendu, etc. Mais la 10e colonne n'est pas cliquable. Par contre, nous, la 10e colonne était cliquable parce qu'elle est là, elle est effectivement dans le modèle. Donc on a réellement une sorte d'élément numérique physique qui colle réellement au terrain et qui est un support de réflexion pour les sciences humaines très très adapté et réellement assez performant. Alors, donc ça, c'est dans les années 96, donc ça marche bien, on voit où ça va. Le seul petit inconvénient, c'est qu'on est encore sur des stations de travail. Donc, on n'est plus sur les grosses stations de travail, qui étaient les premiers éléments avec lesquels on a travaillé. Là, on était sur des indigos, sur des éléments un peu moins chers. Donc, à aujourd'hui, c'est des objets qui voudraient 10 000 € à peu près en poste de travail. Alors que 2 ans avant, dans l'industrie, c'était pas l'équivalent de 10 000 €, mais c'était 100 000 € le poste. Donc là, de 100 000, on est passé à 10 000. Donc nous, on était à 10 000 à ce moment-là. Et puis là, on a des éléments qui vont apparaître avec la micro-informatique et tout ça. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il y a une chose qui était prévisible avec laquelle on a joué, c'est que ce que l'on faisait sur ces stations, ben, on va pouvoir les faire sur du PC. Mais la différence, c'est qu'on n'a pas ces logiciels sur PC. On a la dinette, alors je le mets de façon respectueuse, hein. C'est respectueux quand je dis net. Mais on va faire de la 3D, mais c'est la 3D pour faire de l'image, c'est pas de la 3D de gestion d'espace tridimensionnel, on fait pas de la gestion des espaces. Là, on fabrique, l'objectif c'est quand même l'image et le film, et c'est pas réellement le modèle, c'est plutôt l'image et le film. Et ça va vriller un petit peu la relation, je dirais, entre la recherche sciences humaines et réellement les outils informatiques. Et puis, jusqu'à ce moment-là, on travaillait que sur des problèmes de restituer des espaces disparus, soit gérer des espaces existants, soit des espaces disparus. Et l'apparition du scanner laser va bouleverser totalement les choses. D'un premier côté, c'est qu'on va pouvoir intégrer l'existant sans être obligé de modéliser à la main. Donc là, c'est vraiment une grande nouveauté et ça va partir de façon exponentielle, surtout à partir du moment où on va pouvoir faire de la photogrammétrie. Alors, la photogrammétrie, là, ce qui fait que, à l'heure actuelle, quasiment, enfin, je pense que quasiment tous les archéologues ont acquis ces technologies, soit ils le font sérieusement avec des gens de métier pour avoir de la qualité, soit ils le font eux-mêmes en trouvant un outil sur Internet, ils fabriquent leur petit objet dans leur coin, mais tout le monde y a accès, tout le monde peut comprendre. Donc ça va faire exploser l'ensemble. Alors, à ce moment-là, j'étais toujours sur Bordeaux avec une équipe qui avait réussi à constituer autour de moi. Et ce qui devenait assez intéressant, c'est comme on avait beaucoup de projets, on est intervenu dans énormément de projets, ce qui fait qu'on avait une très bonne visibilité sur les enjeux, sur ce qui se passait, sur les inconvénients, sur les problèmes, du fait de ce spectre très très large dans lequel on pouvait réfléchir et puiser. Alors, je donne quelques petits éléments par rapport à ce qui était, par exemple, sur l'acquisition. Donc, l'acquisition laser, en France aussi, il est quand même rentré par EDF avec Soasic, Mensi, disons les types de scanners pour le cœur des centrales nucléaires. Les premiers gros dossiers, c'était la grotte Cosquer, qui était fait intégralement en 3D avec ce type de scanner. Et puis, il y a eu un projet sur le colosse de Ptolémée d'Alexandrie. Et là, ça nous a posé des problèmes, c'était intéressant, puisque ce colosse a été numérisé pour pouvoir trouver comment assembler les pierres entre elles pour qu'ils tiennent bien et qu'on puisse les mettre ensemble, pour faire un seul colosse qui était exposé au Grand Palais à Paris et qui maintenant est la bibliothèque d'Alexandrie. Mais de façon assez étonnante, quelques années après, dans une ANR, la ANR Search, qui était en partie basée sur Alexandrie, s'est posé un problème là purement très informatique,
qui était de se poser la question de voilà, deux objets qui ont passé un certain temps dans l'eau, ils ont été usés par l'eau. Est-ce qu'on ne peut pas trouver des algorithmes pour faire repousser la pierre, pour réparer cette usure, pour faciliter l'assemblage des blocs, qu'on puisse mieux retrouver comment ils allaient. Donc c'est un problème scientifique intéressant. Mais alors pour le colosse, c'était bien, puisqu'on avait plusieurs blocs. Voilà. Mais le problème, c'est qu'ils étaient remis ensemble, et donc on ne pouvait plus avoir le scan des surfaces qui étaient maintenant dans le ciment, le collage. Mais comme ça avait été fait par EDF, en fonction de ce que je connaissais au point de vue de la façon de travailler les industriels, on a contacté EDF, on leur a dit, voilà, le colosse, est-ce que vous avez toujours les modèles? Pas de problème, on a les modèles. Et donc, on a récupéré les deux modèles d'origine de la première numérisation des fragments du colosse. Et d'un seul coup, ça me donnait la vision que l'industriel était capable, mieux que les archéologues, de maintenir ça, parce qu'eux-mêmes avaient maintenu ça de façon standard. C'est pas par hasard trouvé dans l'ordinateur d'un des collègues qui est parti à la retraite ou qui est décédé depuis. C'était effectivement quelque chose qui était encore géré par les successeurs. Il y a même des gens qui n'étaient plus là, mais c'était géré bien en interne dans l'industrie. Donc c'est tout ça, vous voulez, qui nous a quand même travaillé avant d'arriver sur le consortium, parce qu'il y a toutes ces choses où aussi on ne réfléchit pas, on ne travaille pas vraiment là-dessus, ça peut partir comme ça, continuer à partir en cacahuète, sans qu'on arrive au moins à attirer l'attention de certains sur les dangers et les intérêts de ces types de travaux. Alors de la même façon, on a travaillé sur le puits romain de Barzan. Vous aviez un ensemble de bois qui était retrouvé dans l'eau, dans le fond d'un puits, et tous ces morceaux, on les a sortis, on les a numérisés, ça fait un modèle numérique 3D, on a pu remonter l'ensemble du projet qu'on a retrouvé, c'est un très beau dossier. Mais les pièces en bois qui étaient en cours de restauration dans une société, à un moment, ils ont disparu parce que la société avait fondu plus ou moins les plombs. Et donc, on n'avait plus que comme objet scientifique les modèles 3D, qui devenaient eux-mêmes des objets archéologiques. Alors, je crois que pour la petite histoire, les pièces de bois ont été retrouvées plus tard. Ça s'est rabiboché avec les gens qui avaient fait. Je crois que ça s'est bien terminé, que les morceaux de bois sont actuellement conservés. Mais pendant au moins une dizaine d'années, nous pensions que le seul objet archéologique que nous possédions de cette Noria romaine, eh bien, c'était les modèles virtuels numériques. D'où, là, évidemment, l'importance de faire des conservatoires, l'importance de documenter tout ça. Et ce n'est pas simplement des choses qui sont glanées au passage pour faire de l'image, mais c'est quand même des matériaux très, très importants. Après, on a également exploré toutes les façons de voir un peu la 3D. Alors, on a eu la chance de se mettre sur le prototypage. Alors là, également, désolé, il y a des vieilles animations, parce que j'ai repris une vieille diapositive. des vieux trucs de PowerPoint. Vous voyez, c'est dans son jus, il n'y a pas de souci. Et là, toujours pareil, en dialoguant avec les industriels, quand on est sur des technologies nouvelles et porteuses, c'est assez facile, puisque vous êtes tellement novateur par votre usage, eh bien, en général, tout est gratuit. Enfin, les industriels sont tellement heureux d'exploiter leurs nouvelles technologies, leurs technologies sortantes dans d'autres sphères que la leur, ça marche toujours. Et donc là, vous voyez, en 2001, donc on l'avait déjà exposé en 2000, mais il a été fait par j'ai oublié le nom de la société, mais on l'a peut-être après. Pardon, je regarde si j'ai. Ouais, Stratasys. Voilà. Donc, c'était à partir du modèle numérique du Circus Maximus, c'était le contour avec les dauphins. Eh bien, cet objet-là, c'était impossible de le faire en grand, enfin à notre dimension. Et donc, l'industriel nous l'a fabriqué dans trois. Il y avait un bout qui était fait en Italie, des bouts de pièces qui ont été faits, c'était en Allemagne, et l'autre c'était en Angleterre. Et ils nous ont envoyé tout ça sur Bordeaux pour l'exposition. On les a recollés et ça a donné l'objet qu'on a présenté plusieurs fois. Et on l'avait présenté à Virtual Retrospect également la première année. Donc là, ça nous donnait des idées, quoi. Bon, c'est une façon de voir la 3D, c'est une façon de la conserver.
C'est une façon de valoriser, mais c'est un peu compliqué, ouais, il y avait tout ça. Mais ça nous a permis d'explorer ces choses. Et voilà, pour la petite histoire, alors, des choses toutes bêtes, mais maintenant ça ferait rigoler que ça arrive à quelqu'un. Mais nous, l'articulation de la nageoire du dauphin avec le corps était tellement fine, parce que c'est un pixel. Donc au four, on l'a fait en petit, bah, toutes les queues sont tombées, hein, parce qu'un pixel en résine, oui, ça ne va pas tellement tenir. Et donc il a fallu dire, bon, il faut quand même que les modèles soient plus proches de l'objet réel, voilà, quand on commence à passer sur du prototypage. Donc, alors ça paraît rien, mais c'était des réflexions qu'il fallait faire quand même. C'est parce qu'elles ont été faites qu'on a pu avancer. Pareil sur le Sphinx, on a mis en place en 2004 un premier prototypage. Donc là, on a fait une réplique avec un robot tailleur de pierre du Sphinx énaxien. Donc ça, c'était réellement, bon, c'est la première fois que ça se faisait au monde. Donc c'était réellement quelque chose de nouveau, ce qui nous a permis là, également de défricher, d'essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Alors pour la petite histoire, je peux vous raconter aussi qu'un des premiers, pas modèle entier, mais des premiers tests, donc sur le dos du dauphin, il avait plein de petites pyramides. Donc ça ne venait pas de mes contacts avec l'Égypte, mais c'est simplement qu'il y avait des pixels qui avaient un peu sauté du scanner, et donc ça lui faisait un peu comme s'il y avait une carapace de lézard un peu curieux. Donc il a fallu reprendre un peu le modèle. Et puis également ce qu'on a appris, on le savait déjà en partie, mais tout le monde ne le sait pas encore, c'est-à-dire que tailler un objet en pierre avec un robot tailleur de pierre et tout le matériel informatique, numérique, tout ce qu'il faut, ça marche si vous êtes tailleur de pierre. C'est un vrai métier. Tailleur de pierre, et donc un tailleur de pierre avec tous les outils numériques peut faire de très belles choses, et un archéologue ou un informaticien avec tous les objets numériques n'arrivera pas à faire quelque chose de bien de reproduction. Donc ça c'est bien également, ça nous a conforté dans l'idée que toutes les connaissances métiers doivent rester en face de leur métier et faire attention qu'on ne se retrouve pas avec un archéologue qui devient spécialiste de la PAO parce qu'il va éditer tout son ouvrage. C'est pas à lui à faire de la PAO, c'est lui à écrire le bouquin. Alors, ça, bon, c'est un peu basique, mais tout ça, dans le contexte des nouvelles technologies, c'est fondamental. Il faut vraiment se méfier, et dans la 3D, c'est très, très important. Alors, des petits exemples que j'avais souvent cités, vous avez des articles, il y en a à l'appel, des articles de ce type-là, c'est un truc, dans des colloques d'archéologie, vous avez un scanner sur, je sais pas, une sculpture de Jupiter, donc ça devient un objet archéologique, alors que l'article vous parle que du problème technique du laser sur la surface. Donc, il l'aurait fait sur, je sais pas, sur un évier, ça aurait été pareil, hein, ça ne changeait rien, quoi. Mais du coup, c'est bien archéologique, et du coup, eh ben, ça prend les budgets d'archéologie, puisque ça, vous le retrouvez dans une ANR qui était financée, vous le retrouvez dans des projets financés sur ces éléments-là. Ben oui, mais c'est pas de l'archéologie. Donc il y a toutes ces réflexions-là qu'il faut avoir, et c'était important qu'il y ait un consortium qui gère ces réflexions, qui avance dedans, qui les teste, qui voit un peu, qui sorte des recommandations, qui arrive à aider à aborder, parce que les gens ne font pas ça pour faire mal, ils le font parce qu'ils n'ont pas réfléchi, ou ça se trouve comme ça. Et donc c'est très très important qu'il y ait des choses de ce type-là. Donc je vous passe à quelques images de la taille du Sphinx énaxien, vous l'avez mis en place à la maison de l'archéologie. C'est vrai, j'ai encore 5-10 minutes là, dans le trio. 5 minutes. 5, voilà. Bah, c'est pas mal. Ma première proposition était bonne. Bon, ensuite, on a testé plein de choses. Alors, en même temps, il y a toutes des formations qu'on a faites. Bon, là, il y a Alexandrie, il y a au Québec, il y a les formations du CNRS, il y a à Liège, où on testait la 3D, qu'est-ce que ça a donné avec ces objets. En visualisation, on a pu monter un centre de réalité virtuelle avec le Labri, on a utilisé leur centre de réalité virtuelle pour voir un peu comment on pouvait gérer nos données dans des séances de travail. Ensuite, on a pu mettre en place notre propre centre de réalité virtuelle pour pouvoir tester ça. Après, toujours, comment visualiser. Donc là, c'est vous qui montrez à des gens, mais comment est-ce qu'on peut mettre des outils de visualisation dans des mains de chercheurs qui ne connaissent rien en 3D, mais les gars, ils ne peuvent pas devenir spécialistes
des outils numériques tout de suite, il faut qu'ils puissent avoir des interfaces simples. L'interface simple, on a développé avec Roberto Scopino, on a emmené toute l'équipe à Pise pour travailler avec lui, on a développé avec eux, et puis après on a vu que ça ne pouvait pas, d'après les membres de l'équipe, que ça n'allait pas, donc on a laissé tomber le fait de plugger nos outils dans MeshLab. On a fait des essais avec le Labri et puis Pékin, avec l'université de Pékin-Nord, pour essayer de trouver des choses. C'était un peu compliqué. Ah, excusez-moi, là, c'est une vieille animation. Ah, les spectateurs étaient patients à l'époque. Hein. Ah, pardon, puis en plus, si je... Non, ça, je croyais qu'on allait tout refaire. Et alors, fort de tout ça, oui, c'est un peu le schéma que j'avais dans la tête, mais il n'était pas que dans la tête, puisque à travers le web et le tabloïd qu'on a mis en place, qui est l'ancêtre d'ArcheoGrid, et ce que vous avez également dans le conservatoire, donc ça permettait de mettre un peu en connexion tous ces éléments entre eux, comment on pouvait les exporter, et puis le problème qui restait, c'était on ne pouvait pas avoir des collègues, on ne pouvait pas leur fournir des outils simples pour qu'ils puissent regarder au moins les modèles, puisque c'est très important que l'archéologue puisse les manipuler, puisse voir, puisse réfléchir, et qu'il y ait cet aller-retour. Alors les allers-retours, on les faisait dans l'Odéon, mais à partir du moment où on ne veut plus les faire dans des salles comme ça, mutualisées, il faut bien que l'archéologue puisse manipuler lui-même les données 3D. Et ça, c'est très compliqué à mettre en main. Mais il y avait, voilà, donc il y a tous les problèmes de visibilité externe. Donc il y a eu là un gros raté qui s'est produit, c'est qu'il y avait Virtools, qui était un objet qui était quand même pas mal, un outil qui était pas mal, et qui permettait de mettre assez facilement un modèle 3D dans les mains de quelqu'un qui ne connaît pas, quoi. C'est facile à manipuler, et puis on pouvait plugger plein de choses dedans, on pouvait même mettre en place des interactions avec l'extérieur, des requêtes, tout ça c'était vraiment très bien. Mais Virtools a été totalement grillé par Dassault Systèmes. Hein. C'est-à-dire que Dassault Systèmes a racheté Virtools, puisque ça faisait un concurrent des logiciels Dassault Systèmes. Donc ils ont racheté Virtools, ils ont fait de la pub et la promo avec des histoires à l'égyptienne à dormir debout, enfin, puisque ça n'a rien de scientifique, oui, c'est vraiment totalement hors. Enfin, c'est respectable, hein, parce que la personne y croit, mais sur le plan archéologique, ça c'est réellement rien. Enfin, ça amène rien, quoi, sauf des fausses choses. Et du coup, ils ont fait une sorte de baroud d'honneur Virtools avec ces promos. Donc, eux sont très contents, parce qu'ils, ouais, mais après coup, Virtools a été totalement plombé, ça n'existe plus, et on n'a pas cet outil simple à mettre dans les mains. J'ai également essayé une autre piste, alors ça, vraiment, je regrette de ne pas avoir pu y arriver, mais c'est peut-être, je pense que ce n'est pas de ma faute. C'est que j'ai pu aller négocier avec Google à Zurich. C'est là que se trouve la direction de tout ce qui était Google Earth et Afrique. Et donc j'avais obtenu d'eux de pouvoir avoir un layer dans Google Earth permanent, s'appelant ArcheoGrid, et dans lequel on pouvait mettre les modèles 3D et les afficher sur Google Earth. Donc il fallait amener des modèles peut-être un peu simplifiés et les afficher sur Google Earth. Et qui aurait été réellement un point d'entrée extraordinaire pour le conservatoire, parce que ça aurait permis de solliciter des dépôts. Parce que quelqu'un qui voyait ça dit, moi aussi je voyais, donc c'était réellement jackpot. Donc on est allé assez loin, puisque tout le Circus Maximus, j'ai pu l'insérer dans les serveurs de Google, pour qu'on puisse faire des tests grandeur réelle. Mais bon, ce sont des vrais industriels, donc il y avait une convention à signer. J'ai passé la convention au CNRS à DR15 à Bordeaux, et cette convention n'a jamais été signée. Donc du coup, ça s'est arrêté là. Et ça, c'est un des regrets, parce qu'on aurait pu, d'entrée de jeu, prendre une dimension. Ensuite, pour faire plaisir à Sarah qui est là, donc je résume un peu la situation de tout ce qui était un peu dans ma tête à cette époque. Donc je fais vite maintenant en 2 minutes, qui viennent s'ajouter aux 5 que j'ai déjà passées. C'est que lors du Virtual Retrospect en 2003, donc j'avais organisé, c'est la dernière slide, ça. J'avais organisé, il faut que je lise mes notes parce que je n'y arrive jamais. Je ne suis pas dans le bon sens. Voilà. J'avais organisé un atelier lors de Virtual Retrospect 1, justement pour se poser des problèmes de conservatoire, des formats, comment est-ce qu'on pouvait faire. Et donc à cette réunion, il y avait Serge Cassen, que vous avez vu, qui a participé pas mal au colloque. Il y avait Philippe Fleury, avec les éléments en Rome,
et sa maquette de Rome. Il y avait Bernie Fischer, qui était réellement en avance, du côté, on va dire, obscur, du côté plus informatique, bien, mais qui à ce moment-là était à l'Université de Virginie. On va voir comment est-ce qu'on pouvait faire ensemble. Il y avait Olivier Luca, qui était thésard à l'époque, et qui allait bientôt passer sa thèse. Et je crois que j'ai oublié personne. Et donc, on a fait une réunion, un atelier spécial. Il n'y avait qu'un atelier, les colloques, il y a un atelier. Et on a essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait faire. Mais ça n'a pas... après, ça n'a pas donné, quoi. Il n'y a pas eu d'accroche, mais tout le monde était content, il fallait le faire. Mais bon, personne n'a bougé, donc après, moi, j'ai bougé. Donc, avec ces dernières slides, donc j'ai bougé de façon un peu particulière, c'est-à-dire que j'ai souvent été dans des recrutements d'ingénieurs en physique nucléaire à Lyon, pour le centre de calcul de Lyon, par mon statut CNRS, on me suis retrouvé dans beaucoup de projets. Et comme ça, j'ai fait connaissance des ingénieurs du centre de calcul de Lyon. Et eux, à l'époque, ils étaient comme tout le monde, ils disaient, on va essayer de faire en sorte que nos serveurs servent à des gens plus larges, pour les sciences humaines. Est-ce que tu as des trucs? Ben oui, j'ai des terras et des terras de données, pourquoi? Et donc, ils ont très gentiment, j'ai eu un strapontin sur les serveurs de la physique nucléaire, on a pu mettre toutes nos données. On a fait beaucoup de tests de calcul de rendu. Est-ce qu'on pouvait faire du Véret avec ces éléments-là? Donc, on pouvait en faire un petit peu, mais c'était compliqué pour les problèmes de licence, c'était compliqué. Et on était dans ces réflexions-là. Mais toutes nos données sont passées là-bas, nos serveurs étaient là-bas. Et là, on était totalement, nos limites en termes de dépôt de fichiers, et également avec notre serveur web et la sécurité. Voilà. Ensuite, donc, j'ai demandé, c'est Adonis 2, qui c'est l'ancêtre de Humanum. Et eux avaient identifié le centre de calcul comme l'endroit où il fallait mettre les données. Et il se trouve que ce qui est devenu Humanum mettait ses données à In2P3, et moi j'avais mes données à côté. Et eux, ils m'avaient, au début, c'était, ben, est-ce que, voilà, c'est pour faire un test, c'est bien. Et puis au bout de 2-3 ans, ils me disent, oh, c'est bien le test, mais peut-être tu payes un loyer, un truc comme ça, quoi. Et c'est à ce moment-là où on est rentré sous Humanum. Et donc, j'ai refilé la facture à Humanum. Enfin, j'ai fait partie, on va dire, des centres protégés par Humanum. Et du coup, nos données sont restées au même endroit, mais elles étaient labellisées Humanum et non pas simplement sur l'ensemble. Et c'est là où on a fait la demande après à Adonis. Donc après, on a fait la demande de Humanum et on a fini par obtenir l'idée de mettre en place un consortium et de développer ça, développer le conservatoire, voilà, à partir de 2013, c'est ce que vous allez voir. Et au passage, juste une chose de ratée, c'est qu'il me paraissait très important qu'on puisse mutualiser des moyens de calcul pour faire du rendu 3D, parce que tout le monde est là dans le calcul. Et là, je vous assure qu'on a intéressé la grille des calculs européens, c'est-à-dire que la direction de la grille Europe, qui était une dame dont j'ai oublié le nom, avec son équipe, sont descendus à Bordeaux pour voir comment est-ce qu'on pouvait faire. Et là, on avait accès à le réseau de tous les calculateurs d'Europe. C'est-à-dire qu'on pouvait lancer n'importe quel calcul là-dedans. Mais comme ça marche en Unix, eh ben il faut prendre des simulations PC, puisque malheureusement toute la 3D, c'est ce que j'ai la dinette, puisqu'on n'est pas dans des outils type Unix. Hein. Et, enfin, et du coup, il fallait une licence par cœur. Alors une licence par cœur, ben oui, hein, quand vous sortez 2000, 3000 ou 100 000 cœurs, ben oui, vous ne pouvez pas payer la licence. Quoi. Alors que sur les fermes de calcul, vous mettez un poste client, enfin un poste non payant, et vous ne payez pas, vous payez qu'un poste sur une ferme en PC, vous ne payez pas les postes qui servent à calculer. Alors que sur une grille, vous êtes obligé. Donc on n'a pas pu franchir cette étape. Mais c'est une piste que je vous dis quand même à explorer, parce que le jour où vous arriverez à faire en sorte qu'il y ait réellement des outils de calcul mutualisables comme ça au niveau international, à mon avis, ça devrait changer un peu le paysage. Voilà, merci de votre patience. Merci beaucoup. Attention, je propose de prendre quand même une de questions et je ferai une présentation plus courte par la suite pour rattraper le temps. Ou s'il n'y a pas de questions, je ferai une présentation de durée normale. Ah, Mehdi. Ah, mais j'ai commencé tard. Hein.
J'ai commencé tard. Oui, commencez avec une de Merci Robert pour ce récapitulatif qui était plutôt très intéressant. J'avais juste une question purement positive. Comment les architectes Udemy ont pu se faire manipuler par le système sur Keops? Excuse-moi, je n'ai pas répondu. Les architectes, tu es un père et fils là, sur Keops. Oui. Tu disais toi-même que c'était Ouais. juste de l'image, il n'y avait Ouais. pas de science derrière. Comment ils ont pu se faire manipuler par Dassault Systèmes en fait? Alors, après, je ne peux pas livrer des secrets, mais non, on va dire, là, non, vu Dassault Systèmes, comme eux sortaient dans le paysage, en sortant ces trucs-là, parce que la presse ne filtre pas. Hein, tu as quelqu'un qui a bossé 40 ans sur un sujet, et tu as quelqu'un qui, la nuit, a pensé un truc, dans la mesure où c'est vendable, ça sort dans la presse, et on te dit une nouvelle théorie, on les met côte à côte. Parce que tu as plus, souvent, il manque ce travail de journaliste qui est au courant des choses et qui sait filtrer ça. Donc, c'est pas filtré, donc c'est sans filtre. Donc, eux, ils arrivent sans filtre également sur Dassault. Mais Dassault n'a pas les moyens pour filtrer. Donc, au début, ils sont persuadés que c'est bon. Ils ne pensent pas que c'est pas bon. J'ai vu des choses incroyables. J'ai eu des dossiers dans les mains de numérologie, etc., qui m'ont été amenés par des esprits très haut niveau. Mais quand c'est l'archéologie, tout est possible. C'est autre chose. L'archéologie, et l'Égypte, c'est pire, c'est autre chose. Même au CNRS, souvent, l'égyptologie n'était pas évaluée comme les autres disciplines. Alors, il n'y a aucune raison. C'est une discipline comme les autres. Et il y a ce côté un peu fantasme. Alors, donc, ils sont partis là-dedans. Au bout d'un moment, quand ça sort dans la presse, évidemment, ils ont des retombées. On vient leur dire, oh, ce truc, il faut quand même vérifier, quoi. Alors, ils le savent. Alors, moi, j'ai eu une réunion chez Dassault Systèmes sur des projets qu'on pensait peut-être mettre en place avec eux. Et à un moment, j'ai parlé de ça. Et ils sont tout à fait au courant. Et ils disent oui. Mais ils ont eu des retombées publicitaires énormes avec ça. Maintenant, si tu regardes toute la communication, pas que Dassault Systèmes, mais les gens qui vont travailler comme ça dans des domaines un peu compliqués, eh bien, ils vont dire, nous, on fait que le scientifique, on fait les calculs, on fait ça, on fait le modèle, mais c'est pas nous, c'est les archéologues. Et maintenant, ils essayent de ne plus rien dire. Voilà, c'est pour se protéger de ça. Mais ils le savent, enfin. Au début, ils ne le savaient pas, mais après, ils le savaient. Merci beaucoup. Une dernière question rapide. Ah oui, c'est bon, mais on peut remercier encore Robert. Merci à vous. Voilà.